Eh bien, bon... Oh là, ça fait beaucoup de bruit, dis donc. Et puis, du coup, vous arrêtez de parler. C'est un peu stressant. Vous êtes nombreux et nombreuses. On va dire nombreuses, hein. On peut dire que ouais, le féminin l'emporte. C'est comme ça ce soir. Ouais. Mais les autres, vous pouvez rester, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être précipités pour cette discussion autour de la nécessité du journalisme. Effectivement, le titre est un peu ronflant, j'avoue. On espère ne pas vous endormir pour autant. On en a parlé ici toute la journée et vous le savez, si vous nous lisez, si vous nous connaissez un peu, le contexte politique est celui d'une échéance centrale pour notre pays, la présidentielle, dans moins d'1 an. Alors chaque présidentielle est un temps fort dans la vie d'un journal. Celle-ci l'est d'autant plus que la perspective d'une accession de l'extrême droite au pouvoir est désormais bien réelle et elle n'a pas été aussi tangible depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous le savez, cette bascule possible, j'espère qu'il n'arrivera pas de la France, elle revêtrait une gravité particulière parce que ce serait celle d'un pays disposant d'un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'arme nucléaire, de la 11e économie mondiale, d'un pays fondateur de l'Union européenne. Je dis pas du tout ça pour nous effrayer collectivement, mais juste pour qu'on mesure la gravité du moment. Pour le pays, évidemment, vous le savez aussi, ce serait une catastrophe qu'on éprouverait au quotidien, dans nos vies, dans nos chairs, à commencer par les personnes étrangères, les personnes racisées, les femmes, les personnes LGBTQIA+, les salariés du privé, les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans le social, le care en général, et puis les journalistes aussi. Nous tous, toutes et toutes, ou presque, en réalité. Et les exemples qu'on connaît ailleurs dans le monde, en Italie, en Hongrie, pour prendre les cas européens, l'ont suffisamment montré. Il n'y a pas besoin de détailler davantage. Une fois que l'extrême droite arrive au pouvoir, bien malin et maligne, qui peut dire quand elle s'en va? Elle sait tellement tordre les institutions pour les faire à sa main, réprimer les contre-pouvoirs et imposer son discours partout. Alors une fois qu'on a dit ça, à quoi doit servir un journal Mediapart dans l'année qui vient? La réponse peut sembler évidemment évidente, à contribuer avec notre journalisme à éviter la catastrophe. Mais si on y réfléchit à 2 fois, c'est aussi une question existentielle, celle de la place d'un journal, un journal d'information, un journal engagé. Alors engagé, mais pas un média d'opinion, hein, c'est une différence majeure, un journal donc engagé dans la société. Nous devons articuler notre engagement éditorial, les informations qu'on produit et l'engagement citoyen historique de notre journal. Et notre enjeu reste encore et toujours notre indépendance éditoriale vis-à-vis de tous les pouvoirs, de tous les partis, y compris ceux de gauche. Nous enquêtons, nous publions des informations d'intérêt public, nous leur donnons du sens, quelles que soient ces informations, qu'elles nous dérangent et bousculent nos convictions et celles de notre lectorat. Certains nous diront peut-être « Ah, mais c'est nous ou l'extrême droite ». Mais alors quoi? Est-ce qu'il faudrait se restreindre, décaler la publication d'informations? Ça nous conduirait à une impasse éditoriale totale et une rupture de confiance avec le contrat de lecture qui nous lie à vous. Notre boussole reste donc toujours l'intérêt général. Depuis sa création, Mediapart s'est imposé par ses enquêtes, ses reportages, ses analyses. Donc, comptez sur nous pour continuer plus que jamais dans les mois qui viennent. Et pour l'illustrer, et avant de vous laisser aller faire la fête, car c'est important aussi de faire la fête, on voudrait vous donner un aperçu de la diversité de notre rédaction et des enquêtes que nous faisons à travers 5 histoires, 5 coulisses racontées par 5 journalistes qui sont là devant vous. Fabrice Arfi, Rachida El Azouzi, Pierre Jekezalk, Marine Turki et Youmni Kezouf. Et vous pourrez leur poser... Applaudissez-les bien sûr. Et après leur présentation, vous pourrez leur poser quelques questions. Ils ont un timing limité précisément pour laisser ce temps d'échange avec la salle. Et on commence avec toi, Youmni, pour rester dans la thématique de cette introduction. Tu travailles au service politique de Mediapart. Tu suis les extrêmes droites avec Alexandre Berthaud, mais on t'a quand même invité. Bonsoir tout le monde. Effectivement, donc je travaille au service politique, je m'occupe des extrêmes droites. Alors je ne suis loin d'être tout seul, mais c'est moi qu'on a choisi pour venir vous parler. C'est un peu particulier parce que travailler sur l'extrême droite à Mediapart, c'est d'abord et avant tout l'assurance d'être la personne qu'on arrête d'inviter au dîner, car elle est trop déprimante. C'est l'histoire de ma vie depuis maintenant quelques années.
C'est aussi un très très bon moyen d'apprendre à gérer le rejet, puisque mon travail consiste principalement à envoyer des textos à des gens qui veulent pas me répondre. Je peux vous montrer des échanges de SMS que j'ai depuis 3 ans avec des cadres du Rassemblement National ou autres. Pour certains, c'est quasi exclusivement, voire exclusivement, des enchaînements de bulles bleues de moi qui parle, sans aucune réponse. Mes feuilles s'en vont, mais c'est pas grave, je peux quand même continuer. Hop. Ça fait au moins, donc, je vous le disais, des occasions de suivre des événements incontournables du calendrier. Je suis un peu l'almanach puisque j'envoie des textos à peu près tout le temps. Bonjour, c'est la rentrée, est-ce qu'on peut se parler? Bonjour, bonne année, est-ce qu'on peut prendre un café? Bonjour, Marine Le Pen a été encore condamnée, est-ce qu'on peut en discuter? Enfin voilà, ça permet un peu de suivre. Pour l'instant, j'envoie pas de messages aux anniversaires, mais ça va peut-être venir. Il y a pas longtemps, j'ai quand même eu une réponse. J'ai écrit à l'attaché de presse de Jordan Bardella, dont le métier est de répondre aux journalistes. Et pour la première fois, depuis très longtemps, il m'a répondu. Je lui ai fait remarquer. Il m'a dit « T'es dur, je t'avais quand même déjà répondu en février 2025. » Alors, c'est un peu marrant, il a mis un emoji, etc. Mais bon, c'est quand même son métier de répondre aux journalistes. Une réponse tous les 15 mois, c'est un peu limité. Après, il y a des gens qui ont des attitudes un petit peu différentes. Mathias Renaud, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est député du RN. Alors, Mathias Renaud, c'est un peu le Jean Moulin du Rassemblement National. Il a choisi la voie de la résistance. Pour vous cadrer le personnage, c'est une grosse tête du parti. Il a fait l'ENA, il a été magistrat financier, il a été chargé de l'économie au sein du groupe du Rassemblement National. Maintenant, il est député, conseiller finance du groupe, donc c'est un gros cerveau. Vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est celui qui voulait sucrer les subventions des transmusicales de Rennes parce qu'il pensait que c'était un festival sur les trans. Voilà. Donc on peut pas être bon partout. Mais donc Mathias Renaud, il a décidé de combattre Mediapart pied à pied, vraiment très très fort. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il publie nos textos sur Twitter. Quand on le contacte, il publie nos échanges directement sur Twitter pour expliquer très fièrement qu'il a refusé de répondre aux questions d'odieux gauchistes comme est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position de vote sur le PLFSS ou expliquez-nous votre position sur les retraites parce que nous on comprend pas. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur lui qui fumait sa clope dans le jardin de l'Assemblée nationale. Donc je suis allé le voir pour lui demander ce qu'il pensait du procès de Marine Le Pen. Il était ravi. Et quand je lui ai demandé si là aussi il allait poster ce dont on discutait sur Twitter, il m'a regardé, il a rigolé et il s'est mis à se filmer avec son téléphone en disant il est 15h23, un journaliste de Mediapart me contacte et me demande, je refuse de lui répondre car je ne parle pas à Mediapart. Alors je pense qu'il s'est trouvé lui-même assez ridicule puisque finalement il n'a pas posté la vidéo, à mon grand désespoir, mais voilà. Alors couvrir le RN, c'est aussi aller sur le terrain, aller les rencontrer. En campagne, par exemple, c'est aller à des cérémonies de vœux, de maires d'extrême droite, de députés qui veulent pas nous voir. Alors parfois on nous laisse à la porte parce que vous comprenez, c'est une cérémonie festive entre nous, on veut pas de gâcheurs de fête comme vous. Parfois on rentre. Souvent on rentre, mais on se fait quand même un peu désigner du doigt par les gens qui font la sécu ou les députés qui nous montrent comme ça en chuchotant. Parfois c'est un peu moins cordial. En février dernier, je suis allé au rassemblement qui était organisé en hommage à Quentin Derenque à Paris. Donc passer un dimanche sous la pluie avec des néo-nazis qui rendent hommage à un néo-nazi, c'est aussi dans les attributions de couvrir l'extrême droite à Mediapart. Alors d'habitude, il défile à Paris au mois de mai, c'est ce qu'on appelle le C9M, donc ça a au moins le mérite de se faire sous un grand soleil habituellement. Bon, là il pleuvait des cordes. Donc c'était un rassemblement qui était organisé par des groupuscules identitaires qui ont été condamnés en justice, où il y avait aussi des députés du Rassemblement National avec leurs écharpes de blanc-rouge. Donc il y avait vraiment 50 nuances, on n'avait pas vu ça globalement depuis l'enterrement de Jean-Marie Le Pen, tout le monde était réuni. Alors à cette occasion, il y a un des militants qui faisait le service d'ordre qui m'a reconnu. Moi je l'avais reconnu aussi, mais bon, lui il m'a reconnu parce qu'on s'était déjà vu au fameux défilé néo-nazi du 9 mai. Donc ça crée des liens. Il m'a fait un grand sourire et puis ensuite il m'a désigné à tous ses petits camarades qui faisaient la sécurité du rassemblement, qui ensuite sont venus me voir pour m'empêcher de poser des questions aux gens qui étaient là. Parce que, je cite, on te connaît, on sait que tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Bon, les bonnes raisons étant essayer de poser des questions. Alors il y a un mec plus énervé que les autres qui a essayé de me choper un peu par derrière, qui a menacé de me mettre une droite, qui s'est fait très vite calmer par ses copains, donc il n'y a pas eu de casse. Mais ensuite j'avais sur le dos, à ma droite et à ma gauche, deux nervis baraqués qui vérifiaient que je posais des questions à personne. Donc ce qu'on peut appeler un bon dimanche globalement. Alors je vous rassure, le poignet là, c'est pas la faute de l'extrême droite, mais je me suis fait ça tout seul. Même si techniquement je me suis pété la gueule à vélo en allant à une conférence de presse du RN, donc ça, si on cherche un peu, ça peut compter.
Mais voilà, mon quotidien, c'est principalement de me faire ghoster par des députés, mais couvrir l'extrême droite, c'est aussi parfois un peu ça. Ça implique aussi de réfléchir à des petits trucs du quotidien. Moi, j'évite, par exemple, de prendre le métro tout seul dans certains quartiers de Paris pour des raisons de vigilance. Alors, c'est souvent des quartiers de merde comme le 15e arrondissement, du coup, c'est pas trop handicapant au quotidien, mais ça arrive. Je regarde beaucoup les tatouages des gens que je croise aussi pour voir à quoi ça ressemble. Je suis devenu un peu expert. Voilà, quand je suis dans un bar que je connais pas, j'essaye de pas tourner le dos à la porte parce que voilà, on sait jamais. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps est compté, mais j'avais prévenu qu'il fallait pas m'inviter au dîner, donc voilà. Merci Youmni. Ah oui, tu le passes, oui bien sûr. Merci Youmni. Promis, on continuera à t'inviter aux conférences de rédaction tous les matins. Mais par contre, viens en métro, ça semble plus sûr pour toi. J'en profite pour signaler qu'on prépare un film sur l'extrême droite, un film pour montrer la réalité derrière la stratégie de la cravate et la normalisation en trompe-l'œil. Un film pour montrer, enquête à l'appui, comment et pourquoi l'extrême droite représente un danger pour notre pays. Ce film sera accessible avant la présidentielle, gratuitement en ligne pour que le plus grand nombre le voit. On y travaille depuis déjà quelques mois. On essaiera aussi de parcourir la France pour le montrer et aller à la rencontre du public. Vous le savez, peut-être certaines d'entre vous ont déjà contribué à notre précédent film. Les films, ça coûte cher. On lance donc une campagne de dons. Vous avez peut-être vu passer des flyers qui expliquent tout ça avec des QR codes. Donc n'hésitez pas à en embarquer un avant de partir, à en parler autour de vous. Et puis évidemment, si vous le souhaitez, à contribuer. Et en parlant de film, comme Valentine vient de le dire, on en a déjà fait un sur cette affaire, mais on aurait pu faire un deuxième épisode si on avait laissé traîner une caméra à la Cour d'appel de Paris ces derniers mois, car ça ne vous a sûrement pas échappé, il s'y tenait le procès en appel de Nicolas Sarkozy et consorts dans l'affaire des financements libyens, ne pas confondre avec d'autres affaires, Bismuth, Big Malion, la fausse des rétractations. Les deux premières, il a déjà été condamné définitivement. Ce procès s'est achevé il y a une dizaine de jours et c'est une délivrance pour deux de nos collègues, Fabrice Arfi et Karl Lask, mais parce que ce n'était pas un procès facile en termes d'ambiance, de climat, de mise en cause de la presse et du travail des journalistes. Fabrice, pendant ces 2 mois et demi d'audience, tu as plus parlé aux protagonistes qu'en 14 ans d'enquête. Fabrice Arfi. Bonjour à toutes et tous. Donc je vais vous parler rapidement d'une affaire qui porte le nom d'un homme avec lequel je partage ma vie depuis 15 ans, Nicolas Sarkozy. Et en effet, de ce qu'il ne nous est pas arrivé avec Karl Lasquet, qui est absolument indissociable de tout ce que Mediapart a pu faire sur cette affaire depuis 2011, année où nous l'avons révélé, c'est-à-dire parler aux principaux protagonistes. Pendant une enquête, vous savez que nous avons l'exigence, y compris légale, éthique, déontologique, d'interroger les personnes sur lesquelles on enquête. Et un peu comme Youmni avec l'extrême droite, c'est vrai que avoir des retours de la part de Nicolas Sarkozy ou d'autres, ça a été impossible. C'était un peu une histoire d'un dépit à sens unique. Néanmoins, quand il y a un procès, celui de première instance en 2025, celui en appel entre le mois de mars et il y a 10 jours, comme l'a dit Léna, en fait, les gens sont là. C'est une cérémonie, c'est un théâtre judiciaire et à 3 reprises, je peux vous faire part de 3 rencontres avec 3 personnages différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle pudiquement un agent de corruption, un intermédiaire que les magistrats considèrent plutôt eux comme des agents de corruption présumés. Il s'appelle Alexandre Djouri. On connaît beaucoup Ziad Takieddine, mais il y en a un autre dans l'affaire libyenne, Alexandre Djouri, qui a dans son passé frayé avec le grand banditisme sans avoir jamais été poursuivi ni condamné. Néanmoins, il est entouré d'une sorte de halo de dangerosité d'après un certain nombre de témoins. Et en première instance, c'était en mars 2025, il m'a un peu cherché à la fin d'une audience. Il est venu me voir en me disant « Vous avez l'air un peu voûté, vous n'avez pas l'air en bonne santé, Fabrice ». Je lui ai dit bon sinon mais tout va bien, et puis il a pris l'ascenseur, j'ai pris l'escalier, on s'est retrouvés en bas du tribunal, c'est le tribunal judiciaire de Paris dans le 17e arrondissement, et il a commencé à me dire il paraît que vous avez fait un article désagréable sur moi. Je lui ai dit mais non, moi peut-être, mais enfin je raconte ce que je vois. Il dit mais vous savez, moi je sais qui vous parle, nous avons des écoutes nous aussi sur vous et ça va se savoir. Je lui dis allez-y, dites-le, et je lui demande mais est-ce que vous êtes en train de me menacer? Et il me dit
dit cette phrase assez marquante. Nous étions devant la bouche de métro et un journaliste du Monde en a été témoin, a dit, vous savez, moi, je ne menace pas, je fais. Un an plus tard, nous sommes en mars 2026, 2 salles, 2 ambiances, Alexandre Joury me tresse des lauriers. Vient me voir à la fin d'une audience, me dit c'est formidable ce que vous faites. Alors pourquoi je ne suis pas dans sa tête? J'ai même un texto me disant respect pour tout ce que vous faites, emoji, trèfle à 4 feuilles. Je vous jure que c'est vrai. Il va être projeté sur écran géant. Et je comprends assez vite la raison pour laquelle il avait pas assez de miel pour me couvrir d'éloges. Le lendemain ou le surlendemain, il vient me voir en me disant, et donc là il me tutoie, et il me dit mais Fabrice, quand tu vas écrire sur moi, tu y vas tranquillou. Hein. Il se trouve que j'ai écrit sur lui et l'article était moyen tranquillou et j'ai plus reçu de texto. Deuxième personnage, lieutenant, celui qu'il qualifiait de frère, Brice Hortefeux. Ils se connaissent depuis l'adolescence avec Nicolas Sarkozy. Il est mis en cause dans le pacte de corruption présumé et l'association de malfaiteurs présumés pour laquelle il a été, comme l'ancien président, condamné en première instance. Mais comme il a fait appel, il est présumé innocent. Brice Hortefeux, il y a eu une scène il y a quelques jours assez étonnante. Il m'a longuement parlé sur le trottoir de la cour d'appel qui ne se situe plus dans le 17e arrondissement de Paris, mais sur l'île de la Cité, en plein cœur de la capitale. Et pendant une quinzaine de minutes, devant la brasserie qui fait face à la cour d'appel, nous discutons. La scène était assez cocasse puisque des gens qui passaient là nous reconnaissaient en mode « ces deux-là se parlent » courtoisement. Et alors il m'a dit 3 choses, dont 2 je peux en faire le témoignage public puisqu'il l'a répété à l'audience. La première c'est, je dois vous dire Fabrice, même mes enfants ne me croient pas quand je leur raconte ma version sur les faits. Alors je n'ai pas osé lui demander s'ils étaient lecteurs de Mediapart. Deuxième chose, il me dit... vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait eu de l'argent sorti par Ziad Takieddine pour la campagne dans cette affaire, l'autre agent de corruption. Il me dit, je le connais quand même bien, Ziad Takieddine. Je lui dis, c'est embêtant parce que ça fait 2 mois que vous racontez l'inverse à la cour d'appel. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Jacques Chirac qui avait dit un jour de quelqu'un qu'il considérait que c'était un grand con. Et quelqu'un lui avait dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, parce qu'il est grand et il est con. Ne voyez aucun lien avec l'anecdote précédente. Last but not least, Nicolas Sarkozy, le crush du journal. En première instance, sa première prise de parole, Nicolas Sarkozy nous a traités avec Karl Lasquier de voyous et le journal de torchons. La présidente du tribunal lui avait demandé de modérer ses propos. Et quelques semaines plus tard, toujours à la barre, il va me mettre en cause personnellement dans son témoignage devant le tribunal avec des termes extrêmement désagréables. Nous sommes un peu la poupée vaudou à Mediapart de Nicolas Sarkozy dans un tribunal. Je pense que ça le soulage de nous attaquer, même si je crois que nous ne sommes plus tellement son problème et que son problème est devant lui. Ça s'appelle les juges. Néanmoins, il me met en cause et à la fin de l'audience, on était en février 2025. Il faisait froid, tout le monde remettait ses manteaux avant de quitter le tribunal et il y a eye contact avec l'ancien président qui me regarde et je lui fais un geste du genre je suis pas content de ce qui s'est passé et il m'a dit mais venez, vraiment venez comme ça. Et donc je suis allé le voir et donc là il y a un petit public qui s'est mis autour de nous. C'est la première fois qu'on se parlait et je lui ai dit voilà, c'est vraiment pas correct ce que vous avez dit à la barre. Vous vous défendez évidemment comme vous voulez, mais ce que vous dites est parfaitement inexact et si vous voulez on peut prendre le temps d'en discuter pour que je vous donne les éléments qui montrent que c'est faux. Et là, Nicolas Sarkozy, il est tactile, il me prend le bras et il me dit, vous savez, il n'y a absolument rien contre vous personnellement, monsieur Arfi. Je lui dis, vous nous avez quand même traité de voyous il y a quelques jours à la barre. Et là, il s'est passé quelque chose que je n'ai toujours pas sondé. Il m'a dit, mais vous savez, il faut savoir être bon joueur quand on a perdu. Alors, je ne sais pas à qui il s'adressait, si c'était à moi ou à sa conscience. Et pour terminer, quand le 25 septembre, il a été condamné, je n'ai pas osé aller le voir pour lui dire « Alors, bon joueur, merci à vous ».
Merci Fabrice. Je rappelle les règles de cette discussion. Toutes les anecdotes restent entre nous. Et je rappelle, sans lien non plus avec les anecdotes précédentes, que Nicolas Sarkozy et les autres prévenus sont présumés innocents dans ce procès. L'arrêt de la Cour d'appel sera rendu le 30 novembre prochain. Et on rappelle qu'un nouveau procès dans l'affaire de la fausse rétractation de Ziad Tchakedine pourrait se tenir et voir une nouvelle fois sur le banc des prévenus Nicolas Sarkozy, mais aussi son épouse Carla Bruni, peut-être la bonnette de Mediapart et la célèbre communicante Michèle Marchand, dite Mimi. Alors à Mediapart, depuis près de 3 ans, on a coutume de dire que nous avons à couvrir 2 guerres aux portes de l'Europe. La guerre impérialiste de la Russie à l'Ukraine, pour laquelle nous avons 2 correspondants sur le terrain, Clara Marchot et Pierre Alonso, et une journaliste à plein temps à la rédaction, Justine Brabant. Et puis on parle aussi beaucoup, on documente beaucoup la guerre génocidaire d'Israël à Gaza, que 2 journalistes de la rédaction suivent, Gwenaëlle Lenoir et Rachida El Azouzi, ici présentes, avec bien sûr également le soutien de pigistes, notamment Clotilde Mravko, dont vous avez pu lire la signature dans Mediapart. L'une des particularités de cette guerre est que les journalistes ne peuvent pas accéder au terrain. Gaza est fermé aux journalistes étrangers et les journalistes palestiniens qui se battent pour informer sont de moins en moins nombreux tant ils ont été pris pour cible par l'armée israélienne. Plus de 200 y sont morts en faisant leur travail. Alors à défaut d'entrer à Gaza, Rachida, tu es allée en Cisjordanie occupée et tu en reviens avec une série de reportages sur l'intensification de la colonisation qui raconte, en écho à la situation à Gaza, l'objectif politique d'enterrer l'idée d'un État palestinien. Et pour l'illustrer, une manifestation en particulier t'a marqué, une démonstration de force de colons. On t'écoute. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai un appareil photo, c'est mon arme à moi. Ce 15 mai 2026, Israël célèbre l'annexion de la partie palestinienne de Jérusalem. La marche des drapeaux rassemble des milliers de personnes. C'est l'événement le plus attendu de la journée. Mais avant même qu'il ne commence, des jeunes ultranationalistes ont investi par centaines la vieille ville de Jérusalem pour semer la terreur. Quand la bouteille arrive sur moi, lancée par un ado qui pourrait être mon neveu, je pivote pour protéger mon objectif. Un petit 35 mm que j'adore, il m'impose d'aller au plus près des gens si je veux bien les photographier. La bouteille m'explose dans la nuque. Sous 35 degrés, c'est presque un service. Je n'aurais pas refusé si on me l'avait proposé poliment. Je suis donc trempée. Mais je mens un peu. J'ai eu peur. Ce que ne disent jamais les journalistes. J'ai eu peur, non pas d'une Kalachnikov ou d'une bombe, j'ai eu peur de ces gamins descendus de leurs avant-postes pour casser du palestinien, courser des femmes voilées, leur cracher dessus, les frapper, comme on joue à chat. La meute a des logiques que les armes n'ont pas. En tout cas, une toute autre logique. Elle déborde, elle jouit. J'ai vu des pays dévastés, des peuples sacrifiés, des enfances détruites, en Syrie, en Afghanistan, en Irak. J'ai appris à lire ce que fait la guerre, ce qui reste après la guerre. Jérusalem m'apprend autre chose. Ici, ce n'est pas l'après, c'est le pendant. Une machine en marche, huilée, organisée, festive, culturelle, transgénérationnelle. On agresse en riant, en chantant des prières religieuses et en chantant des slogans génocidaires. Mort aux Arabes, on va brûler vos villages. Ici, ce n'est pas Al-Aqsa, c'est le 3e temple. Vous savez, ce grand projet messianique de l'extrême droite israélienne. On le fait sous les yeux des adultes qui ne disent rien, qui regardent, voire qui participent. On le fait sous le regard de la police et de l'armée israélienne, qui elles aussi ne font rien. Elles regardent, comme si c'était normal, comme si c'était un spectacle. Cette violence habillée en fait, dans ces ruelles pavées où 3 religions ont bâti le cœur de leur identité, c'est peut-être la chose la plus difficile à photographier qui m'ait jamais été donnée de photographier. Un gamin s'approche de moi, regarde mon appareil, puis mon visage, dans cet ordre.
Il me demande « T'es arabe ?» Et là, ça change tout. Parce que soudain, tu deviens témoin et cible potentielle en même temps. Tu ne photographies plus seulement la haine. La haine cherche les visages qui te ressemblent. Tu positionnes ton objectif comme s'il pouvait être un bouclier. Évidemment non. Une journaliste perçue comme arabe dans cette ruelle n'aura jamais le même corps qu'un journaliste perçu comme blanc européen. Le gamin appelle ses copains. Un confrère me tire par le bras, il faut partir. Je sais que le privilège racial n'épargne pas le journalisme. La couverture de la question israélo-palestinienne me le rappelle à chaque fois, à chaque voyage. Dès l'aéroport, qu'importe mon passeport, ma nationalité, ma carte de presse française, je suis systématiquement, exclusivement perçue comme arabe, réduite à cela, et donc d'emblée perçue comme une menace potentielle. On me soumet à des interrogatoires renforcés. À l'aller, au retour, on fouille mes bagages, on fouille mon corps, on me mitraille avec agressivité de questions. Quelles sont les identités de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents? Les prénoms de mes frères et sœurs dans l'ordre de naissance. Est-ce que j'ai des contacts avec des Syriens, avec des talibans? On me demande de dire sur quoi je vais travailler. On me demande de le prouver en montrant dans mon téléphone des échanges avec mes sources. Il faut tenir bon, rester droit, ne pas se laisser intimider, garder le sang-froid, le sourire et bien sûr avoir la liberté de la presse et la protection des sources en mantra. Sur le terrain, je peux être confondue avec la population palestinienne, exposée donc à des risques supplémentaires. En 2023, 10 soldats israéliens m'ont soudain encerclé alors que je voulais photographier le mur des lamentations. On a une arabe avec un passeport français et une carte de presse israélienne à alerter dans son talkie-walkie l'un des soldats, comme s'il annonçait l'éruption d'une terroriste. Ce jeudi, dans les ruelles de Jérusalem, la lumière est trop forte, trop blanche, elle écrase tout. La haine, en plein midi, ne fait pas de beaux contrastes. Les seules personnes qui s'interposent entre les agresseurs et leurs victimes sont des militants pacifistes qui portent des gilets de couleur et des fleurs. Ils assurent ce qu'on appelle une présence protectrice. Ils exfiltrent des Palestiniens de tous âges en s'excusant. Ce n'est pas mon peuple. Tomer a 27 ans. Il porte le gilet violet de Standing Together. À 15 ans, il a failli être de l'autre côté. Il a vu ses camarades de classe défoncer des Palestiniens, défoncer des portes palestiniennes avec la bénédiction des profs. Ce n'était pas un dérapage, c'était la norme, me dit-il. J'ai déjà entendu cette phrase dans d'autres langues. Une famille passe avec la poussette, les gamins apprêtés. Un gamin de 3 ans, en uniforme militaire miniature, réclame une glace. À 10 mètres, un Palestinien se fait frapper. Je note les deux. Ce gamin de 3 ans, il pourrait être le vôtre. Même façon d'insister en trépignant. C'est juste le logiciel qu'on est en train de lui installer qui diffère. Les filles aussi sont là, mais elles apparaissent beaucoup moins nombreuses car la parade suprémaciste est aussi une grande démonstration masculiniste. Voilà que les soldats veulent que les journalistes s'en aillent. Ils veulent qu'on parte, malgré nos accréditations. Ils veulent un huis clos, qu'on ferme les yeux. Circuler, disent-ils, en expulsant des confrères. Avec d'autres, on leur échappe. Autour de nous, des tags. Gaza est à nous. Fuck les Arabes. Certains commerçants ont dessiné une étoile de David sur les devantures où écrit « Propriété de Juifs, ne détruisez pas ». Mini caméra accrochée au front, Amir, 62 ans, dont la famille a été décimée par la Shoah, pleure. Mes parents seraient terrifiés de savoir ce qu'on a fait du pays refuge. Ronnie, sa camarade, qui se débat pour ne pas être expulsée, crie « Si ces jeunes sont notre avenir, alors c'est la fin d'Israël. Il faut que je rentre, écrire mon article, éditer mes photos. Mais je n'arrive pas à partir.
je dois continuer à montrer que le pire n'est pas toujours là où les bombes tombent, mais parfois là où des enfants apprennent que déshumaniser l'autre est une fête nationale. Merci Rachida. Et ta série de reportages, effectivement, on peut l'applaudir. Et donc, je voulais préciser que voilà, ta série de reportages, tout comme nos émissions sur les guerres au Moyen-Orient, sont à retrouver sur Mediapart, parfois en accès libre, parfois sur abonnement. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. On vous l'avait pas encore dit, ça devenait inquiétant. Et vous savez, un journal est fait d'une grande diversité de sujets. Les interventions que vous avez vues jusque-là vous l'ont montré. Et parfois, des registres qui peuvent paraître plus légers disent aussi la réalité du monde. J'imagine qu'ici, il y a des parents de jeunes enfants dans la salle, probablement des enfants à qui on a offert, quand ils étaient petits, une certaine girafe qui fait pouette-pouette. Sophie la girafe, donc. Pierre, toi, tu sais tout à fait de quoi on parle désormais. Tu en es même devenu un spécialiste mondial. Tu es arrivé à Mediapart récemment, au pôle économie et sociale. Encore bienvenue à toi, on est ravis de t'accueillir parmi nous. Et ta première enquête n'était pas un bizutage, contrairement à la vanne d'un collègue. Bonjour tout le monde. C'est un peu un bizutage aujourd'hui parce que je suis très impressionné. Quand on est un jeune journaliste comme moi de presse écrite, travailler à Mediapart, c'est bien souvent l'objectif ultime, à moins d'être vraiment très très de droite. Et quand on travaille sur les sujets sociaux, comme moi, encore plus. Parce qu'il faut dire que ces thématiques qui recoupent travail, mouvements sociaux, syndicats, sont pas forcément très mises en avant dans les médias qu'on appelle les médias mainstream. Alors quand, après 2 mois interminables de procédures de recrutement, j'ai reçu le coup de fil, mi-février, m'annonçant mon embauche, autant vous dire que j'étais vraiment aux anges. Et j'ai pas pu retenir un « oh my god » très peu professionnel. J'ai donc débarqué dans cette grosse machine, son histoire, ses 150 salariés, son rooftop absolument extraordinaire, sur la pointe des pieds. Mais avec une pression conséquente, on va pas se mentir, la période d'essai est quand même de 4 mois, pas le droit à l'erreur. Premier jour, on me crée mon adresse professionnelle. Et là, je découvre ce qui s'avère être une mine d'or. Chaque jour, des mails tombent sur ma boîte, écrits par des abonnés, vous, des lanceurs et des lanceuses d'alerte, de simples anonymes. Ils et elles dénoncent, racontent, témoignent auprès de Mediapart. Chaque jour, ce sont des centaines de mails qui sont lus et triés par nos collègues du service d'abonnement à Poitiers, qui sont aujourd'hui présents, et qui nous redirigent donc sur nos boîtes mail les alertes qui concernent notre sujet. Premier jour, première alerte, ça te dit de regarder ça, me demande Dan Israël, mon chef. L'objet du mail, Sophie la girafe, une entreprise qui détruit ses salariés. Hors de question de dire non, ça fait à peine 3 heures que je suis dans cette boîte, pas de round d'observation, voici ma première enquête. Au début, je pars donc sur ce que je connais le mieux, les conditions de travail. Je cherche à récolter les procès-verbaux du comité social et économique, ce qu'on appelle, c'est dans notre jargon et dans les entreprises, peut-être vous connaissez ce qu'on appelle le CSE, et c'est l'endroit où la direction et les représentants du personnel discutent, négocient. Mais vite, à travers ça, j'apprends qu'il y a autre chose. Un mensonge dissimulé depuis des années. Le jouet préféré des Français et des Françaises est produit en Chine dans la plus grande discrétion. Pire, l'entreprise continue de tout faire comme si une production en France perdurait. Il faut alors dater depuis quand ce mensonge existe, remonter dans le temps. Je cherche alors à me procurer un maximum de Sophie la girafe. Vous la voyez, cette petite Sophie, 18 cm, qui fait le petit pouc-pouc, comme ça. Auprès de mes collègues, déjà. Ça fait 2 semaines que je suis là, je connais absolument pas les prénoms des gens, mais au moins je sais s'ils ont une Sophie chez eux. Preuve qu'ils sont quand même mignons avec moi, j'en ai 2 sur mon bureau dès le lendemain matin de mon mail. Mais il m'en faut plus, remonter encore plus loin. Il ne me reste donc qu'une solution, Le Bon Coin.
J'écume alors toutes les Sophie la girafe en vente et envoie des messages pour demander aux gens de m'envoyer le petit numéro de lot qui est gravé sur une des pattes qui atteste du lieu de fabrication. Première réponse, David. Bonjour, désolé, si vous souhaitez ce numéro, vous devez m'acheter le produit. Il n'y a pas de petit profit. Mais à Mediapart, on ne paye pas pour avoir des informations. Donc heureusement, j'ai pu compter sur la gentillesse de tout un tas de personnes qui m'ont très gentiment communiqué le numéro de leur girafe. Au bout de 3 semaines, voilà donc ma première enquête. J'ai des photos, des documents, plein de témoignages, c'est carré. En vrai, je suis pas mécontent, mais je prétends pas non plus avoir révélé le scandale de l'année. Une entreprise qui ment pour maximiser ses profits, disons pour être poli et éviter toute forme de diffamation qu'on a déjà vu plus étonnant. Par exemple, au hasard, un ministre du budget qui a un compte en Suisse. Pourtant, je tombe de ma chaise. Énormément de médias reprennent notre info. Même ceux qui, d'habitude, n'aiment pas trop nous faire de la pub. Et oui, on a eu un sujet sur CNews, un sujet sur Europe 1, pour ne citer que. Et en même temps, c'est pas comme si je bossais dans un média qui a mis Sarko en prison, qui a révélé l'affaire Bruel, qui a renvoyé aux oubliettes du macronisme François de Rugy ou Amélie Oudéa-Castéra, et encore j'en passe, la liste est très très loin d'être exhaustive. Mais là les amis, on parle de Sophie. Et Sophie, elle dépasse tous les clivages politiques, je dirais même toutes les classes sociales. Une seule donnée. Savez-vous qu'il y a plus de Sophie vendues en France que de naissances chaque année ? Bref, c'est le sujet auquel tout le monde s'identifie. Contrairement au sujet qu'on est plus habitué à révéler au pôle social de Mediapart, bien trop souvent dans un anonymat médiatique total. Des accidents de travail, des conditions de travail absolument dramatiques, de la discrimination syndicale. Cela n'arrive qu'aux autres, peut-on parfois se dire, à tort, jusqu'à y être directement confronté. Aujourd'hui, ça fait donc tout juste 2 mois que je suis à Mediapart. En arrivant ici, je pensais m'attaquer au grand patronat, faire tomber des ministres, comme le font si bien mes chers collègues. J'ai corné Sophie la girafe, chacun ses icônes françaises. Preuve qu'on n'épargne personne tant que les informations dont nous disposons et que vous nous faites parvenir sont d'intérêt public. Et au vu du nombre de DM reçus de personnes s'indignant de se rendre compte que leur girafe provenait de Chine, je pense qu'on a réussi notre mission. Pour conclure, on peut dire que j'ai contribué à mon échelle à poursuivre le but que Mediapart a, défendre le droit de savoir des citoyennes et des citoyens. Désolé pour cette chute très corpo, mais je suis encore en période d'essai. Merci beaucoup Pierre. On ne pouvait pas finir ce festival sans vous parler d'une affaire qui nous occupe ces derniers mois à Mediapart. Je parle évidemment de l'affaire Patrick Bruel. On se dit souvent entre nous qu'on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on travaille à plusieurs. Et comme sur beaucoup de dossiers, c'est évidemment le cas sur cette affaire, en l'occurrence Marine Turki, que je ne vous présente plus, Samia Déchir et Vianney Laurin, qui sont à plein temps sur ce dossier pour en décortiquer tous les aspects et toutes les problématiques, et qui, je vous le dis déjà, n'ont pas fini de faire émerger de nouveaux pans de cette histoire. Mais il faut aussi le dire, c'est une enquête, Marine, que tu as commencé seule il y a très, très, très longtemps. Ma marge de manœuvre à faire des blagues, elle va être très réduite. Là, je peux juste vous dire que je vais pas vous chanter casser la voix et je vais pas vous chanter qui a le droit. Je vais vous parler d'une enquête qu'on a cru réellement ne jamais arriver à publier. Parce que tu l'as dit, Léna, on l'a commencé il y a plus de 7 ans. C'était dans le sillage du mouvement MeToo. C'était fin 2018, en marge d'une autre enquête que je menais sur une autre personnalité, Luc Besson. J'ai eu vent de 3 témoignages qui concernaient Patrick Bruel. À l'époque, c'était pas le moment. Les femmes ne voulaient pas prendre la parole publiquement. Certaines me parlaient, mais sans vouloir que ça figure dans un article, simplement pour me donner des pistes. Et toutes voulaient de toute façon fondamentalement rester anonymes. Personne voulait être celle qui allait se jeter à l'eau face à la plus grande star de la variété française. Donc à l'époque, c'était impossible. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai eu d'autres alertes, mais pas assez pour publier. Et puis l'année dernière, j'ai repris mes cahiers, j'ai repris mes notes, et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de pistes, pas mal de choses. Il y en a deux femmes qui ont franchi le cap
en disant si vous avez d'autres témoignages, si vous faites un article étayé, nous on y va. Ces deux femmes, c'est Maddy Roth, une compositrice, et Daniela Elsner, qui est la directrice générale d'Unifrance, institution phare du cinéma français. Elles ont accepté de témoigner ouvertement. Et Daniela Elsner, elle a cheminé pendant toute l'année 2025 et elle a décidé de porter plainte pour tentative de viol. Elle dénonce une tentative de viol qui aurait eu lieu en 97 au festival d'Acapulco. Elle est allée plus loin, elle a accepté de poser devant l'objectif de Sébastien Calvet, notre photographe que vous voyez là, qui fait des petits allers-retours devant la grille noire. Notre super photographe, donc elle a accepté ce portrait et elle a accepté de raconter son cheminement de 30 années vers la parole, vers la plainte, et elle voulait faire passer un message. Et ce message, c'était: j'ai envie que cette fois on nous entende. J'ai envie qu'on nous entende et j'ai envie qu'on ne puisse plus dire qu'on ne savait pas concernant Patrick Bruel. C'est intéressant parce que Daniela Elsner, c'est une femme de pouvoir. Elle est à la tête d'une institution importante du cinéma. Elle est respectée dans le monde du cinéma et son statut a été une locomotive pour notre premier article. Alors le 18 mars, après que Léna ait fait le sécateur dans mes milliers de signes de ma première version d'article, le 18 mars, on a publié. Il y avait le témoignage de Daniela Elsner, il y avait celui de Maddy Roth et puis il y avait celui de 7 autres femmes. Il y en avait 2 qui dénonçaient un viol, il y en avait une qui dénonçait une tentative de viol et puis d'autres encore des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel. Mon téléphone a immédiatement sonné. C'était les médias belges, suisses et québécois. On a eu quelques reprises, mais pas autant que pour Sophie la girafe. Et les reprises étaient dans les médias assez concentrées sur Daniela Elsner et sa plainte. On a continué d'enquêter et on a pu publier, et je remercie le service abonnement de Poitiers qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que c'est eux qui, à plusieurs, elles et eux, qui justement reçoivent tous ces coups de fil, tous ces mails, tous ces alertes, notamment quand on a déjà publié un premier volet d'enquête. Donc c'est un petit peu elles et eux qui font un premier filtre et qui nous ramènent tout. Donc vraiment, il faut les remercier parce que ces témoignages, ils sont aussi arrivés là-bas. Donc 2 mois après, début mai, on a pu publier 15 nouveaux témoignages. 7 de ces 15 femmes dénonçaient un viol. Parmi elles, il y avait une femme qu'on a appelée Eva. Elle dénonçait un viol en 91, quand elle était mineure. Elle racontait le blackout après que Patrick Bruel lui aurait offert un thé. Et puis elle racontait sa certitude d'avoir été droguée. Elle n'était pas toute seule parce qu'il y avait une autre femme qu'on a appelée Anastasia, qui elle aussi dénonçait un viol, qui elle aussi disait son sentiment d'avoir pu être droguée. Et c'était pas en 91, c'était en 2019. En d'autres termes, c'était hier, finalement. Alors, mon téléphone, il a encore sonné à ce moment-là. Et devinez quoi? C'était les médias belges, les médias suisses et les médias québécois. Beaucoup, plein. Et puis, en France, il s'est rien passé. Quasiment aucune reprise dans les médias, encore beaucoup moins que Sophie la girafe, du coup. Pas un appel. Donc, on avait 30 femmes qui mettaient en cause le chanteur français le plus populaire dans la presse, 2 qui l'accusaient de viol sous soumission chimique, et puis rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis 1 semaine après, l'animatrice Flavie Flament est sortie du bois. Elle a dit « Eva, c'était moi ». Elle a porté plainte pour viol aussi, elle a saisi la justice. Et là, c'était le tsunami, c'était le tournant. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'appels de médias français aussi, des éditions spéciales sur toutes les chaînes. Et puis, il y a eu la procureure de Paris qui a annoncé 2 jours après la plainte de Flavie Flament une grande enquête qui allait centraliser toutes les plaintes et rouvrir toutes les procédures classées concernant Patrick Bruel. Sur les plateaux de télé, la question qu'on m'a le plus posée, c'est « Mais comment vous expliquez qu'il fallait attendre la prise de parole de Flavie pour qu'on en parle de cette affaire Bruel ?» Alors je répondais que quand Flavie Flament s'appelait Eva, ça intéressait personne. Et pourquoi ça intéressait personne? Parce que en France, une partie de la presse, not all press, est encore dans un traitement finalement des violences sexuelles qui est soit fait divers, soit people. C'est-à-dire qu'en gros, pour certains, soit il faut un angle sordide, soit il faut finalement des stars. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, et vous le savez ici, les violences sexuelles, c'est des histoires qui sont tristement ordinaires, tristement banales, parce que ça touche des centaines de milliers de personnes chaque année. Et pour nous, à Mediapart, chaque témoignage compte. Alors évidemment, on hiérarchise l'information, mais Anastasia, elle compte autant que Flavie.
Mais on a conscience qu'il faut des Flavie. Il faut des Flavie Flament, comme il faut des Adèle Haenel, comme il faut des Judith Godrèche. Des femmes qui, par leur nom, leur notoriété, leur pouvoir, incarnent ces affaires et peuvent porter ces sujets. Parce que leurs récits, ils ont une dimension universelle, mais que leur popularité permet aussi aux autres d'être entendus et de faire un peu contrepoids avec la notoriété finalement de Patrick Bruel. Et c'est encore le frein dans ces affaires de violences sexuelles. Il faut être une femme blanche, puissante, connue pour être entendue. Et ces femmes célèbres, pourtant, elles prennent aussi des coups. On l'a raconté ça aussi dans Mediapart. Elles savent le prix à payer de leurs paroles. Elles subissent des campagnes de dénigrement, des tentatives aussi pour décrédibiliser leurs paroles. Leur vie, elle est souvent fouillée de fond en comble et parfois, elles risquent leur carrière. Mais dans cette affaire, c'est aussi le nombre de témoignages qui a fait la force et l'impact. 30 au total. Et à Mediapart, ces 30 témoignages, on a essayé de les incarner, de les raconter. Je dis on parce que là, je suis toute seule devant vous, mais il y a un peu la team Bruel, comme on a appelé ça dans un groupe WhatsApp. On est à peu près 8 dedans. Il y a évidemment Lénaïque, Valentine, mais il y a aussi Vianney, il y a aussi Samia, il y a aussi Laura et plein d'autres. Il y a aussi l'équipe de l'émission. Donc, du matin au soir, ça sonne dans le groupe WhatsApp Bruel parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une actualité. En avril, avec Samia Dechir, on s'est rendu à Bruxelles pour donner la parole à Karine Wieser et Marie, 2 attachés de presse belges qui dénoncent des agressions sexuelles de Patrick Bruel, du harcèlement sexuel. Au mois de mai, Vianney Laurin et Juliane Roland sont allés à Perpignan pour recueillir pour Mediapart la parole de Julia, une masseuse qui a porté plainte en 2019 contre Patrick Bruel pour agression sexuelle, et puis qui a raconté à Vianney et Juliane les conséquences importantes de sa plainte. Et puis en mai toujours, avec Mathieu Magnodex et puis toute l'équipe de l'émission À l'air libre, on a donné la parole à d'autres femmes, à Maddy Roth, à Sabine Langaret, qui était éclairagiste au Bataclan, qui ont dénoncé toutes les deux des agressions de Patrick Bruel. Sans Flavie Flament, ces 29 femmes, elles n'auraient pas été entendues. Et sans ces 29 femmes, la parole de Flavie Flament n'aurait sans doute pas été audible. Et nous, à Mediapart, on les prend toutes les 30 et on fait avec 130 femmes. Merci. Alors, je précise que Patrick Bruel conteste l'ensemble de ces accusations et bénéficie de la présomption d'innocence dans les procédures qui le visent. Et on tient aussi à rappeler sur les violences sexuelles le travail que vous renvoyez aussi vers le travail que fait Sarah Brett et aussi le travail de Mathilde Mathieu qui enquête depuis 2 ans sur les violences faites aux enfants, 2 ans peut-être presque même 3 ans. Un travail précieux à un moment où le personnel politique commence seulement un petit peu hypocritement à en comprendre l'ampleur et les enjeux. Nous devons bientôt libérer l'espace pour la fête. Peut-être pouvons-nous prendre 2-3 questions. Donc si vous voulez poser des questions, il faut vite lever votre main. Je passe avec le micro tout de suite. Oui, j'aime bien passer le micro, moi. Il y a des questions ou pas? Je descends pas pour rien, par contre. Hein. Oui, il y en a. Ok, j'arrive. Alors, par où je passe? Là, salut. Ah, il y a des gens dans la salle, me dit-on. Alors, est-ce que les gens dans la salle peuvent se rendre à cour ou à jardin? J'avoue que je ne sais pas. Là-bas, jardin. À jardin sur le côté pour une question. Tout à l'heure, vous avez fait une rencontre autour de la question des enquêtes sur les puissants. Et moi, ma question, c'est est-ce que les puissants enquêtent sur vous? Autrement dit, quelle est l'ampleur des pressions que vous subissez dans votre travail? Merci pour votre question. Quand on est journaliste à Mediapart, pour vous répondre, on a eu à connaître un cambriolage pendant l'affaire Bettencourt. On a eu à connaître une surveillance du renseignement intérieur sous Nicolas Sarkozy. On a eu à connaître une tentative de perquisition. Si vous avez l'appétence pour la symbolique par la brigade criminelle sous l'autorité du parquet de Paris dans l'affaire Benalla. On a eu à connaître plusieurs journalistes, Léna peut en témoigner, d'avoir vu son téléphone infecté pendant plus d'1 an par le logiciel espion Pegasus à la demande, d'après les révélations du collectif de journalistes Forbidden Stories du Royaume du Maroc. On a eu à connaître, et Marine et d'autres peuvent en témoigner, quand
comme Youmni sur l'extrême droite, ça a été un peu dit, mais à des pressions physiques, des pressions morales, parfois des molestages et des agressions. On a eu à connaître des poursuites nombreuses judiciaires. Alors on fait partie d'un espace collectif où on estime qu'on a à répondre de nos écrits devant le juge, à condition que ça se fasse dans le cadre de la loi prévue à cet effet. C'est-à-dire qu'il y a une très belle loi depuis 1881 qui est le code de la route juridique, déontologique de la pratique du journalisme. Et bien sûr, quand on fait ce métier qu'on a essayé de vous décrire là, nous, avec notre plume, on a un pouvoir immense pour ravager des réputations, pour révéler des informations qui font du mal à des personnes qui ont une empreinte sociale, une empreinte familiale, une empreinte professionnelle. Évidemment, les gens puissants, pour reprendre le terme de votre question, ont plus de moyens de se défendre que les gens vulnérables. Il n'en demeure pas moins que nous avons à répondre de la qualité de nos enquêtes, des documents, des témoignages qui nous permettent de soutenir les informations devant le juge, qui est à la fois le garant de la répression et le garant de la liberté. Le problème, c'est qu'on a eu affaire depuis 18 ans à beaucoup d'enquêtes qui ont tenté de contourner cette loi-là pour une seule raison, c'est trouver nos sources. Et comme nous, on s'autorise pas de nous-mêmes, on fait pas des enquêtes avec nos opinions, on fait des enquêtes avec des faits. Et sans source, nous, on n'est rien. On n'est rien, nous, les journalistes. Un éditorialiste, il peut aller à la télé avec ses opinions, ça lui fait des éditos. Nous, sans source, sans potentiellement vous, on n'est absolument rien. Et donc, pour répondre à votre question, et j'en oublie beaucoup, notre journaliste Yann Philippin, qui s'est vu visé par des tentatives de hacking, très probablement de la part du Qatar. Oui, quand on est à Mediapart, on sait qu'on peut être la cible d'une curiosité déplacée, parfois illégale, mais le grand avantage, et j'espère que vous le voyez avec ce festival, c'est qu'on se tient chaud. Voilà, on vous remercie pour votre présence, votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Place à la fête, donc, même si tout ça a été déjà une fête de discuter avec vous, mais là, ça va être un autre type de fête. Donc, on va laisser la place aux techniciens et techniciennes pour installer les diverses scènes. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Merci. Mediapart.